Moi, je suis très content d'être devant vous aujourd'hui. Je trouve ça super d'avoir un mix professionnel et étudiant, et encore plus de parler à des futurs étudiants dont j'ai compris qu'ils allaient devenir nos business partners, qu'on soit fonctionnel ou opérationnel dans une entreprise, et c'est extrêmement important parce que nous, on voit la différence quand on a un contrôleur de gestion ou un business partner. Je pourrais répondre à des questions si vous avez à la fin là-dessus. C'est intéressant, je ne savais pas ce que tu allais raconter, François, au début, mais tout ce que vous voyez là, c'est des choses qu'on vit, qu'on éprouve dans les entreprises, quelles que soient les entreprises dans lesquelles on travaille, alors certaines plus que d'autres. C'est des démarches qu'on essaie de mettre en place, et avant tout, une entreprise, c'est un collectif. Et notre travail, qu'on soit collaborateur, manager, dirigeant d'entreprise, c'est de trouver les bons équilibres pour que l'entreprise puisse prospérer, être pérenne, et qu'en même temps, les collectifs donnent leur pleine puissance. Et pour donner sa pleine puissance, il faut être à l'aise dans son job, comprendre ce qu'on fait et avoir envie d'y contribuer. Donc moi, je m'appelle Stéphane, je travaille aujourd'hui chez Covea. Alors Covea, vous ne connaissez pas, par contre, vous connaissez ses marques commerciales puisque c'est MAF, MMA et GMF. Et aujourd'hui, je dirige une activité de gestion d'indemnisation ou sinistre. Alors c'est pas, comme le nom l'indique, c'est évidemment pas sinistre. En revanche, on vient en permanence accompagner les clients qui ont des problèmes avec leur véhicule, leur maison ou parfois eux-mêmes. Et ça fait une vingtaine d'années que je travaille sur des problématiques de transformation, des problématiques de performance ou des problématiques d'expérience client. Et donc les collectifs, les collaborateurs, les managers, voilà, c'est quelque chose qui moi me donne beaucoup de force, beaucoup de plaisir au quotidien dans ce que je fais. Et j'ai occupé des postes fonctionnels et des postes opérationnels. Donc je trouve que c'est intéressant d'avoir les deux vues, entre guillemets, de ces activités-là. Pendant ces 20 ans, ou plus de 20 ans, j'ai beaucoup appris. Alors j'ai appris parce que je me suis planté, quelques fois, voire pas mal. J'ai aussi appris parce qu'on a eu quand même quelques réussites dans nos démarches. J'ai déconstruit beaucoup de croyances. Moi j'ai fait la fac, alors pas ici mais à Paris 1 comme vous, et donc je suis arrivé avec beaucoup de choses, de théories, de modèles, et puis quand on arrive dans le monde de l'entreprise, on utilise le savoir, et puis surtout on en acquiert de nouveaux, on teste, on se forge de nouvelles expériences, et donc on se forge aussi quelques convictions. Et en fait c'est ce que je vais faire là, devant vous aujourd'hui, alors en toute humilité, en toute authenticité, et on essaye de faire ça le plus interactif possible. Quand vous avez des questions, vous me dites, soit j'y réponds après, puis je vous le dirai, soit j'y réponds tout de suite. Mon propos il va s'articuler autour de 3 cas. Ce qu'on a pu faire chez Carglass, alors ça date il y a une dizaine d'années maintenant, ce que j'ai pu faire chez Fidelia, qui est l'assisteur de Covea, et ce que j'ai pu faire plus récemment encore chez Covea pour le groupe. Alors je vous parle de conviction. Je vous en ai mis quelques-unes que vous allez retrouver en fait, j'espère, dans ce que je vais vous raconter dans les minutes qui viennent. La première, qui est pour moi essentielle, c'est qu'en fait la transformation, elle passe d'abord par la transformation du dirigeant. Parce que le dirigeant, c'est celui qui permet. C'est comme ça que l'entreprise est construite. Et je vous assure qu'en fonction des dirigeants des entreprises, c'est pas la même limonade. C'est peut-être pas la même performance non plus, en tout cas moi c'est ma conviction, mais c'est surtout pas la même vie qu'on a au travail. Donc il permet, il déclenche, il accélère et il soutient. Dans le rôle du dirigeant et du leader, vous l'appelez comme vous voulez, il y a 2 choses qui me paraissent essentielles. C'est qu'il doit fixer un cap. On parle beaucoup du sens, c'est aussi pour ça qu'on a des burn-out ou des burn-out, mais ça c'est plutôt lié à la charge, mais en tout cas les burn-out c'est qu'en fait les gens ils ne savent pas ce qu'ils font là. Voilà. Et quand vous vous levez le matin et que vous ne savez pas ce que vous allez faire la journée, ou vous avez l'impression que ça n'a pas de valeur, c'était évoqué tout à l'heure, franchement on se fait suer quand même, moi le premier. Ça m'est arrivé une fois, alors je comprenais ce que je faisais mais ça ne m'intéressait pas, et je me suis juré, c'était en début de carrière heureusement, que jamais plus ça m'arriverait. Donc quand j'en ai marre, je fais autre chose. Donc le cap et le cadre. Et le cadre, il est essentiel puisque c'est ce qui va permettre de laisser aux équipes le pouvoir d'agir. Pour pouvoir agir, il faut ce cadre. Et ce cadre, c'est ce qui va créer la confiance. C'est ce qui va permettre aux équipes de tenter des choses, de construire, de se planter aussi. D'accord ? Donc le cadre, il est accompagné d'un certain nombre de principes, de valeurs qu'il faut évidemment respecter puisque c'est très sensible ces choses-là. Dès qu'on
fait un pas de arrière, on parle souvent d'exemplarité du dirigeant, hein, dès qu'on fait un pas de côté, si vous dites le droit à l'erreur et qu'à la première erreur, vous sautez sur le collaborateur pour lui expliquer qu'il aurait dû faire autrement, vous pouvez être sûr que c'est terminé, plus jamais il le refera, quel que soit votre discours. Voilà. Donc c'est toujours très ténu ce genre de choses. Donc moi, ma conviction, c'est que en laissant les équipes le pouvoir d'agir, en les laissant faire, elles sont capables d'inventer des super trucs. Et la dernière, et c'était la baseline d'une des boîtes dans laquelle j'ai bossé quand j'ai commencé, c'est une stratégie ne vaut que par sa mise en œuvre. Il y a beaucoup de gens qui veulent bosser, faire de la stratégie, c'est super, mais une super stratégie sur PowerPoint que vous êtes incapable d'implémenter dans l'entreprise, dont les collaborateurs ne se saisissent pas, ça ne marche pas. Voilà. Allez, je rentre dans le concret. Donc ça va volontairement être assez opérationnel, mais c'est des cas qui ont marché. D'abord Carglass. Moi je vais vous parler clarté de la vision, clarté de l'ambition, alignement de l'entreprise et liberté. Et ça nous a permis d'avoir et de la perf et des innovations. Innovation avec un petit i, hein, chez Carglass on ne fait pas décoller la fusarienne tous les jours. Chez Covia non plus d'ailleurs. Alors, pour vous planter un peu le contexte, Carglass que vous connaissez, les pubs, les machins, en fait c'est assez simple comme entreprise. Elle est sur un segment de métier d'ailleurs assez réduit. Et cette entreprise, elle a une vision depuis des années. Alors, j'y suis plus depuis maintenant 6 ou 7 ans, mais je crois que ça n'a pas bougé. Ils veulent être le choix naturel. Le choix naturel quand un client a un problème avec son pare-brise, sa glace, ou peu importe. Et ce choix naturel, il s'appuie sur 3 piliers. C'est volontairement très simple. La satisfaction des clients, puisque c'est ce qui fait que les clients viennent chez Carglass avant d'appeler leur assureur. La satisfaction des collaborateurs, puisque c'est avant tout un métier, il y a de la technique, mais c'est avant tout un métier de relation client et de recommandation. Et enfin, l'excellence opérationnelle, parce que pour pouvoir offrir un bon service, il ne faut pas simplement avoir des gens agréables, bien formés, mais il faut aussi que l'ensemble des organisations, des processus fonctionnent de manière la plus optimale possible. Donc ce que je vous montre là, c'était 2009. Et au sein des opérations dans lesquelles je bossais à l'époque, on avait essayé de synthétiser un petit peu la mission qu'on s'était donnée. Et donc, c'était d'offrir un service parfait, hein, puisqu'on voulait que le client soit satisfait, quand il voulait, où il voulait. Quand vous avez un brise-glace, honnêtement, c'est quand même plus une emmerde qu'autre chose. Ça ne va pas révolutionner votre vie non plus. Et donc, ce que vous voulez, c'est qu'on puisse vous changer votre pare-brise, vous le réparer et reprendre votre chemin. Et en fait, ce triptyque autour de ce qu'on avait appelé chain service, bon, c'était un peu une boîte plutôt anglo-saxonne, hein, donc il y avait un peu d'anglais là-dessus, il s'appuyait sur 3 piliers. Donc là, on est en 2010. Hein. Le NPS, qui à l'époque était assez peu répandu, les ventes, donc là, ça fait, bon bref, il y avait un indicateur sur les ventes, et le choix naturel et responsable, puisque déjà à l'époque, chez Carglass, on parlait de RSE. Maintenant, tout le monde en parle, mais en 2009-2010, c'était assez récent. Et on voulait vraiment faire de la relation client un axe de différenciation, puisqu'une fois de plus, ce qu'il faut pour Carglass, c'est pas simplement d'être poussé par ses assureurs, c'est surtout que les clients viennent naturellement chez eux, d'où les pubs. Pour faire ça, on a souhaité accélérer sur la partie NPS, donc on a monté un plan autour de la satisfaction client. Une démarche, alors là je vous la représente un peu reconstruite, ça s'est fait de manière assez empirique et honnêtement, on vous présente, vous verrez, plein d'intervenants vous présentent souvent des plans comme ça. Dans la vraie vie, on réécrit souvent le plan au milieu, voire à la fin, et puis après on fait une belle histoire. Mais on avait un plan qui s'articulait autour de plusieurs axes. Le premier, je vais assez peu en parler, c'était la mesure du NPS, puisque pour pouvoir s'améliorer, pour pouvoir avoir des insights des clients, de savoir si effectivement on délivre le service parfait complet, on a besoin de mesurer ces choses-là. Et donc on avait tout un système avec des choses que vous pouvez connaître aujourd'hui assez classiques, d'analyse des réclamations, de boucles de feedback de retour, de partage des résultats. Voilà. Ça c'était extrêmement important pour savoir où on en est. Ce qui était plus intéressant, c'est les 3 autres piliers, parce qu'on s'est appuyé sur 3 actions volontairement simples. Le premier, c'est qu'on a initié quelque chose qu'on a appelé NPS Free. Et donc on voulait libérer le NPS. Dire que ce n'était pas un indicateur uniquement ou une volonté uniquement de la direction générale, mais avant tout un indicateur qui appartenait à chacune et chacun qui travaillait au sein de Carglass.
Et en fait, cette libération du NPS, je vous ai mis quelques exemples, alors ça nous paraît tout bête, hein, mais on a pu mesurer un impact très fort vis-à-vis des clients. On a laissé l'ensemble des collaborateurs, les centres de pause, donc ceux qui effectuent réellement les réparations, mettre des petites cartes, offrir des cafés, remplir les réservoirs, mettre des bonbons, proposer des vélos déjà à l'époque, hein, et ça c'était des initiatives du terrain qui disaient voilà, moi mes clients ils attendent, j'ai leur voiture, ils ne peuvent plus bouger, plutôt d'être bloqués, pourquoi on ne leur met pas des vélos à disposition pour qu'ils aillent faire leurs courses dans la ville dans laquelle on est. Voilà, et donc ça a été extrêmement intéressant. De cette libération et de toutes les initiatives qu'il y a pu y avoir autour de la satisfaction client, on a identifié et puis après on a partagé, parce que c'est ça qui est intéressant dans ce type de démarche, les meilleures pratiques. D'accord? Et donc c'était pas de dire on doit répliquer forcément tout ce qui a été inventé, mais dans les meilleures pratiques, on en a mis en place. Donc voilà, je vous ai mis quelques exemples, mais c'était intéressant de se dire voilà, je suis sur le terrain, j'invente des choses, on voit que ça marche, et donc je peux le passer au collectif et aux autres qui peuvent se l'approprier, tout ou partie des choses qu'on a mis en place. Et puis le troisième pilier, c'est la fameuse symétrie des attentions. Je vous ai dit chez Carglass, le choix naturel, satisfaction client, satisfaction collaborateur. Et ça, c'était pas fin, et on a mis énormément de choses. Donc c'est ce pavé-là autour de ça. On a fait un mur des As. Alors je vous dis pas, qu'on a fait au début, un mur des As, on est très français. Je vais faire ça, on est très français, donc l'entreprise, moi je ne veux pas être l'employé du mois, McDo et ainsi de suite, hein, on avait trouvé ça chez nos collègues aux US. Ce truc-là, donc j'y croyais moyen au début, pour être franc, ça a cartonné. Parce que quand vous arrivez dans le siège social de Carglass, quand vous arrivez dans toutes les directions régionales, et en fait vous avez la trombine des gens qui dans l'année, qui ont été nommés par leurs propres collègues, comme ayant fait des choses exceptionnelles. Et à la fin de l'année, ceux qui étaient sur le mur, ils partaient en voyage. Voilà. Donc c'est une vraie mise en valeur, une vraie reconnaissance, et on en parle, et je sais que c'est des choses qui sont extrêmement importantes dans le Great Place to Work, on l'a fait à l'époque aussi, chez Carglass, je ne sais pas s'il continue, c'est des choses qui sont extrêmement marquantes. On a fait des formations, on a participé à des prix élus service client de l'année, qu'on a eu la chance de gagner en 2014. On a fait de la communication autour de ça, d'abord pour remercier nos collaborateurs, nos clients aussi, hein, bien sûr, parce que c'est ceux qui nous font vivre, mais d'abord pour remercier nos collaborateurs. Et donc ça a créé des choses. On a inventé un concours du meilleur, alors il existait déjà du meilleur technicien vitrage pour changer de pare-brise. On a inventé la partie front office relation client. La meilleure personne qui accueille, le meilleur accueil des clients au centre, le meilleur accueil au sein du centre de relations clients. Et ça, c'est des choses pour lesquelles les finales avaient lieu, donc on reconstruisait complètement des parcours clients, avaient lieu au siège. Ça permettait aux gens du siège, aux équipes du contrôle de gestion par exemple, de venir descendre et de voir la manière dont le métier était exercé par les meilleurs d'entre nous. Ça a créé une fierté, un engagement assez bluffant. Et puis pour que ça fonctionne aussi, eh ben on allie pas simplement la reconnaissance, pas simplement les bonnes actions, mais aussi une certaine cohérence, y compris financière. Et donc toute la boîte était incentivée. Donc une partie du variable, du technicien vitrage jusqu'au DG, était assis sur le NPS. Et quand je vous dis une partie, c'était une grosse partie puisque c'était 40% de la rémunération. Très impressionnant. Carglass travaillait la satisfaction client avant que le NPS existe depuis 2003, progressait chaque année, mais ce programme qu'on a mis en œuvre, qu'on a construit, qu'on a enrichi dans le temps, nous a permis, vous voyez, je vous ai mis les valeurs en dessous, d'aller quasiment gagner en 8-9 ans 20 points de NPS. Et des collaborateurs qui avaient la banane. Parce que vous innovez, ça marche, vos collègues reprennent les bonnes pratiques, et tout ça se fait avec un plaisir et une simplicité, en tout cas c'est ce qu'on essaie de faire. Le classement, vous parlez du classement des meilleurs employés, le meilleur accueil. Comment vous gérez les personnes qui ne sont pas dans qui ressortent pas dans ces tableaux-là? Ça peut créer quand même de la frustration, il y a des voyages à la clé, si vous ne gagnez jamais. Oui. Alors en même temps, je n'ai pas compté, mais c'était 30 personnes. Carglass, c'était 3000. Donc il y en avait beaucoup qui ne partaient pas. Donc ce qui était intéressant dans cette démarche, c'est qu'en fait, vous ne pouvez pas postuler pour être sur le mur. En fait, c'était vos collègues qui vous nommaient. Voilà. Et après, on avait tout un système qui permettait de s'assurer que de choisir entre les différents cas et puis de s'assurer qu'il n'y avait pas
des organisations parallèles pour nommer son copain, quoi. Parce que comme le voyage en plus était à deux, bon, ouais. Mais en fait, ce que ça a créé, c'est que les gens, au début, ont été un peu surpris parce que pareil, on est en France et ça fait très McDo, hein, et personne, enfin pas personne, mais il y a beaucoup de gens que ça refroidit un peu. Mais quand vous voyez votre trombine à l'entrée, que les collabs du siège voient tous les jours, que les partenaires voient tous les jours, que les assureurs voient, et qu'en dessous, parce qu'on ne voit pas là, mais on avait écrit pourquoi la personne était dessus, c'est pas parce qu'il avait un NPS à 95 ou je sais pas quoi, hein. C'est que parfois il avait été bien plus loin que ce que le process réclame face à une difficulté du client, ou parce que justement il nous avait inventé la mise à disposition de vélos, ou qu'il avait une initiative sur les ventes. Voilà, il y avait vraiment un peu de tout. Donc ça n'a pas généré particulièrement de frustration. Bon, à part moi, j'ai jamais fait le voyage, mais sinon... Excusez-moi, est-ce que je comprends que tout ça a été rendu possible parce qu'au départ, vous aviez en face de vous une direction ou un management qui était déjà ouvert à cette possibilité. Donc, parce que les difficultés qu'on rencontre dans les entreprises, eh bien, c'est de rencontrer justement des dirigeants qui soient ouverts à ces transformations, en fait. Oui. Et quand ça ne marche pas déjà là, alors après on peut avoir des idées, et le blocage, souvent il vient de là. Ouais, c'est vrai. Je suis d'accord. Il y a une petite expression, donc oui, ça fait la différence. Voilà, c'est ce qui fait qu'on est bien dans ce genre de boîte aussi. Voilà. Carglass était vraiment une boîte incroyable là-dessus, avec une énergie, une envie, une simplicité de relation. On voit bien derrière tout ce que ça draine, comme engagement, comme oui, participation. oui. Mais dans des boîtes un peu moins modernes, il y a d'autres choses qu'on peut faire. En fait, moi, ma conviction, c'est qu'à son niveau, on peut déjà faire beaucoup de choses. Et c'est pour ça que je vais vous en montrer d'autres. Voilà, Carglass, c'est un peu le cas ultime là-dessus, mais voilà, en fait, on peut déjà, à son niveau, faire déjà pas mal de choses. Et on peut encourager déjà son chef à faire ce genre de choses. Alors, si je peux me permettre, je crois que ça se complexifie quand on est dans des grands groupes, parce que le niveau des décisions est tellement haut que tous les échelons, on peut être tous partants. Je vais vous en parler. Voilà. Covéa, j'y viens après, on est 22 000, donc je vois bien. Oui. Juste en complément, on voit que la direction est motivée par cette transformation. Oui. Donc, est-ce que le middle management, vous avez des profils associés, des modèles de management imposés, entre guillemets, puisque aujourd'hui dans les entreprises, on est plutôt dans du un peu descendant et plutôt directif. Comment vous avez transformé un peu ce middle management? Parce qu'on peut avoir l'envie par le haut et l'envie par le bas. Il y a un frein majeur en entreprise, c'est le middle management. Est-ce que vous avez mis en place des parcours, des formations pour modifier ces modèles de management? Alors oui, je sais pas, je dirais pas forcément que le frein c'est le middle management. En fait, le frein c'est le middle management si on l'a laissé coincé en sandwich entre les collabs et la direction avec des injonctions totalement contradictoires. Voilà. Et donc il est comme nous tous, hein. Le manager, il a besoin de sens. Il a besoin de son cadre de confiance, il a besoin de tester des choses, il a besoin d'être responsabilisé, et à partir du moment où ça se fait, ça marche. Là, je ne vous en ai pas parlé, mais chez Carglass, on avait un système, il y avait d'une part un baromètre annuel de mesure de l'engagement, de la recommandation, un peu l'équivalent du NPS, mais version collab, pareil, 2010, sur lequel on était largement au-dessus des benchmarks, tous secteurs confondus. La deuxième chose, c'est qu'en tant que manager, on avait ce qu'on appellerait aujourd'hui alors pas 360, mais plutôt 180, quoi. Voilà. Donc, moi, quand je dirigeais les équipes, une partie des équipes là-bas, j'avais une enquête de climat tous les ans où répondait mon équipe directe sur mes styles de management et le climat qui était généré dans l'équipe. Et on le partageait. En fait, c'est beaucoup une question de culture. Moi j'ai rejoint Carglass, je faisais du conseil avant, et puis j'en avais marre de mes clients, donc je me suis dit bon, faut que je fasse autre chose. Puis j'ai vu l'annonce de Carglass, et quand vous êtes consultant, vous vous dites bon, au bout d'un moment, il faut que je bascule dans une entreprise un peu dans la vraie vie, parce que quand vous êtes sur des projets, vous ne voyez jamais la fin. Bon bref, c'est très formateur, mais moi je pense qu'il faut en sortir au bout d'un moment. Et donc j'ai vu cette annonce de Carglass. Le contenu du poste était top puisque c'était responsable du taux de la performance commerciale, pour la faire courte. Donc c'était
plutôt des choses que je pouvais faire en tant que consultant dans une entreprise, donc c'est un peu les postes rêvés, sauf que je me suis dit, qu'est-ce que je vais foutre là-dedans, quoi. Moi, franchement, je ne suis pas passionné par les voitures, c'est moins compliqué. Alors, vous voyez, la réparation de peintrage, ça ne me fait pas rêver. Bon, ça avait l'air quand même bien. J'ai passé des entretiens, et en fait, les gens que j'ai vus en entretien, ils m'ont donné super envie de rejoindre la boîte. Je les ai trouvés très sympas. Voilà. Donc, ça, c'est très lié à la culture. Et donc, quand vous passez, alors, vous pouvez avoir des mauvaises surprises, hein, mais la Carglass, c'était 3000 personnes. Bon, c'est 30 ou 50 000 dans le monde, hein, mais bon, 30 000 dans le monde. Mais en tout cas, en France, c'était 3000. Bah, vous sentez ces choses avec. Donc, la culture, elle irrigue du dirigeant en passant par le middle management jusqu'au collab. Donc, c'est aussi des choses que vous sentez. Et pour répondre à une autre question que vous donnez, voilà, en fait, la personne qui n'est pas dans cette culture, bah, il n'est pas à l'aise. Hein. Donc, au bout d'un moment, ça se... peut-être pas tout seul, mais en tout cas, ça se... Non, mais ça continue pas. Et puis, franchement, ça peut être difficile, surtout pour des gens qui ont travaillé différemment pendant des années, mais la boîte, elle était déjà très portée sur ces choses-là. Donc, vous voyez, en fait, on a tous grandi avec ça. Moi, quand je vous dis que j'ai déconstruit des croyances, la première fois, quand je suis rentré, je gérais une petite équipe de 5-6 personnes. Après, on en a donné 30 sur des process, des machins. Après, on m'a confié les équipes opérationnelles. 300 ou 400 personnes, voilà, qui répondaient au téléphone. Je me suis dit, mais bon, super. Alors au début, je me suis dit, bah super, 300 ou 400 personnes, là, vous avez votre ego qui marche à fond. Après, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais leur dire? Moi, je ne connais pas leur métier. Voilà. Mais en fait, dès le premier jour, je les ai aimés, quoi. Voilà. Et on a fait des super trucs. Donc, non, mais c'est le cas. On a fait, c'était des équipes incroyables. Et en plus, les équipes qui font de la relation client, il y a souvent un déficit de reconnaissance, encore plus quand vous êtes à distance. Et donc, dès que vous travaillez ces choses-là, vous avez une puissance décuplée de manière totalement incroyable. C'est ce qu'on voit là, hein. Globalement, on faisait pas mal de choses, mais on s'est dit, allez, il faut qu'on accélère fort sur le NPS parce que pression des assureurs aussi, ainsi de suite. Et du coup, c'est là, on a un peu créé ce plan-là, et puis on l'a mis en œuvre. Hein. Donc, vous voyez, là, ça a commencé à décoller avec les NPS free, chacun peut, dans le cadre qu'on a donné, y aller, inventer des trucs. Et puis après, en fait, ça ne s'est pas arrêté. Mais la boîte est hyper câblée satisfaction client en rapport au début, ce que je vous ai raconté. Hein. On voit bien quand même qu'il faut Alors c'est sûr, hein, mais là, pour ceux qui connaissent un peu l'indicateur NPS, pour atteindre des niveaux et gagner autant de points, c'est vraiment très dur. La particularité chez Carglass, c'est que 3/4 des clients, ils ne payent pas. Donc ça aide un peu quand même à la satisfaction. Dernière question, juste c'est de comprendre quelle est l'implication des partenaires sociaux dans une action comme celle-ci, ça va me faire mal, on va croire qu'on a répété. Carglass, c'est une entreprise, alors moi je venais du conseil, donc les partenaires sociaux c'est ceux de vos clients éventuellement, mais vous n'y allez jamais à leur compte, donc c'est pas vous qui gérez ce genre de choses-là assez souvent, en tout cas moi je ne le gérais pas. Et chez Carglass, il y avait un très bon partenariat. À un moment, on a voulu mettre en place, donc, dans le centre de relations clients, comme ça se fait souvent, les conversations, elles sont enregistrées. Ce qui permet après des débriefs, des écoutes qualité, des choses comme ça. À un moment, on a voulu mettre en place l'enregistrement vidéo de l'écran. Pourquoi? Parce qu'on s'était rendu compte que les collaborateurs avaient dans certains KPI des résultats pas si bons que ça, et à l'écoute, ils avaient un super discours. Et en fait, quand vous vous mettiez à côté et que vous faisiez de la double écoute, vous voyez bien que assez rapidement, ils sont assez exceptionnels, ils arrivent à dissocier un peu comme la batterie, la voix du geste. Et donc, on voyait qu'ils galéraient pour sélectionner les bons éléments qui donnaient cet indicateur, alors que le discours, ils étaient déjà un peu plus loin dans la conversation pour demander les affaires des clients. Donc, c'est pour ça qu'on a voulu mettre ça en place. Quand je l'ai présenté, je me rappelle toujours au comité d'entreprise, j'ai eu 14 favorables et un neutre. Voilà. Bon, dans la boîte suivante, c'était pas du tout comme ça. Deuxième partage. Après Carglass, moi j'ai rejoint une entreprise qui s'appelle Fidelia. Fidelia, c'est l'assisteur de Covea, le mondial assistance de Covea. Et donc on avait fait une enquête de climat ou ainsi de suite. Et il était ressorti à l'intérieur, ce qui était notre conviction, mais c'était bien de voir, qu'il y avait un besoin très fort de reconnaissance. Quel que soit le job que vous faites, de toute façon, vous avez besoin d'être reconnu. C'est pas forcément pour ça que vous levez le matin, mais si vous n'êtes pas reconnu, vous savez que vous n'avez pas envie de vous lever le matin. Donc un très fort besoin d'être reconnu, et être reconnu c'est aussi qu'on reconnaisse ma contribution, et ma contribution il faut le factualiser au bout d'un moment, parce que c'est aussi comme ça que ça se passe la reconnaissance, mais une peur très légitime d'être réduit à un chiffre. Moi je ne veux pas qu'on on regarde ma contribution uniquement par le nombre de clients que j'ai traités dans la journée.
ce qui est entièrement légitime. Voilà. Et donc on avait des collaborateurs assez anciens, assez ancrés, une certaine peur du changement, c'est du classique, hein, même les récents peuvent avoir peur du changement. Voilà, donc des envies vraiment profondes, et nous on était, l'équipe dirigeante avait été remaniée, moi j'étais arrivé 6 mois plus tôt, et donc j'avais toujours mon truc de performance à lancer, et donc on a affiché le fait qu'on voulait mettre en place un management de la performance. C'était une entreprise dans laquelle il n'y avait pas de tableau de bord. En fait il y en avait, mais ils n'étaient pas proratisés au temps de travail, et puis on n'avait pas le droit d'en parler avec les collaborateurs. Voilà. C'était inscrit dans les textes. Donc nous on a dit, bah voilà, on veut changer ça et on va lancer cette démarche. Et pour éviter de se faire la XIème grève, en tout cas tenter, en fait on a élaboré une approche un peu différente, et donc on a appelé ça la démarche collaborative performance. Sans provocation bien sûr. Et dans cette démarche en fait, moi j'ai expliqué ce à quoi on voulait arriver. En disant que voilà, le monde avait évolué, il fallait qu'on continue à être performant. Il y avait déjà un très bon niveau de service qui était délivré, hein, mais qu'on avait besoin de gagner notamment en excellence opérationnelle, que c'était une contribution individuelle et collective, voilà, qu'il fallait qu'on rentre dans ce monde-là. Et donc on a annoncé, et après on a lancé une approche où on a dit, bah voilà, on va y bosser collectivement sur cette affaire. Et ceux qui ont envie de travailler, ils viennent bosser. Et donc j'ai envoyé un mail aux 1000 collaborateurs en leur disant, voilà ce qu'on va faire, voilà ce à quoi on doit arriver, des tableaux de bord, proratisés, mais je ne vous en dis pas plus, après c'est à vous de les construire. Si vous voulez en être, vous levez la main. Bon, c'était la partie la plus risquée de l'affaire. Si personne levait la main, là j'étais un peu mal. On avait posé 4 principes. On veut que ça soit collaboratif, on veut du quanti et du quali, parce que la performance c'est évidemment pas que de la productivité, hein, rapport à mes histoires de NPS. J'avais volontairement timé le temps de travail pour qu'on ne s'enlise pas dans des choses, donc c'était volontairement assez contraint, et j'avais dit que c'était versionné, et donc on ferait déjà la première version. C'est sous-entendre qu'il pouvait y avoir des versions derrière. Voilà. Et je voulais quelque chose de très simple, très pragmatique. Et donc on a lancé ça. On a expliqué les livrables, mais sans les détailler, puisque moi c'était leur job de les construire. On a abordé tous les sujets de front, les sujets de KPI, de tableau de bord et les sujets qualitatifs. On a mis en place des groupes de travail mixtes. C'est-à-dire, je n'ai pas fait un groupe manager et un groupe collaborateur, j'ai fait des groupes dans lesquels tout le monde était représenté. Et bizarrement, il y avait plus de collabs que de managers. Et c'était volontaire, sachant que dans le groupe, chacun valait 1. Et on a mis en place des instances de suivi dans lesquelles, pareil, il y avait manager et collaborateurs pour qu'il n'y ait pas de misfit ou de jeux cachés sur la manière dont le travail avançait. Et on se voyait tous les mois, tous les groupes ensemble, et chacun exprimait les difficultés, la manière dont ça avançait. J'avais quelques échanges aussi avec les managers qui étaient dans les groupes, mais globalement, de toute façon, ils étaient en infériorité. La chose était claire aussi pour l'ensemble des équipes, c'est qu'à la fin, on allait aussi sélectionner ou accepter ou refuser certaines choses. J'aurais pas dit ce que vous produisez, à la fin on prend tout. Alors évidemment ça a suscité quelques inquiétudes, hein, en disant mais on sait ce que vous allez faire, vous avez déjà vos plans, vous allez... Voilà, bon. De toute façon c'était le deal, et puis ceux qui voulaient, ils n'avaient qu'à venir, à monter à bord, à prendre de risques, avoir un peu d'audace et de responsabilité, et puis voilà, comme on avait mis carte sur table, c'était assez facile derrière de revenir vers nous si on n'avait pas tenu nos engagements. 128 volontaires. La réussite de cette affaire-là, c'est parce qu'on a été assez clair sur le cap, sur ce qu'on attendait, qu'on a donné un cadre de jeu assez clair aussi, et qu'on a ajusté à chaque fois que c'était nécessaire, et que ce sont les équipes qui bossent au quotidien auprès des clients, ou les managers qui bossent avec les équipes qui bossent auprès des clients, qui ont inventé, qui ont façonné les tableaux de bord, les grilles de double écoute, toutes ces choses-là. Je bascule dans la troisième et puis on se refera les questions. Donc ça c'était il y a 4 ans, groupe Covea. Après l'expérience Fidelia, on m'a proposé de prendre en charge le premier programme de transformation du groupe. On a voulu lancer un programme de transformation métier qui embarquait tout le monde, donc tous les acteurs de la relation client.
Et donc on a utilisé des techniques modernes à l'échelle de ce genre de challenge. Donc pour la partie outils, on était en agile à l'échelle. Ça a été évoqué tout à l'heure. Donc le programme était en agile avec des retrajectoires tous les 4 mois et des livraisons. Sur la partie parcours client, on a fait ce qu'on appelle du design thinking. Et donc vous repartez des besoins du client pour construire les parcours. Et sur la partie transfo métier, on a fait appel à des dispositifs qu'on a inventés avec un partenaire de l'ordre de l'intelligence collective. Voilà, c'est ça que je vais vous partager dans la 3e illustration. Et donc le programme s'appelait ECLA. Ça s'appelle toujours d'ailleurs, parce qu'il continue. Donc la conviction par rapport à cette transfo métier, puisque la transfo métier, une fois qu'on enlève ces mots-là un peu vagues ou un peu savants, c'est avant tout comment je vais travailler demain, avec quelle organisation, quel cadre, quelles compétences, quel process. Voilà. Donc, on n'est pas dans une boîte full digital, on est dans un métier de relations clients, donc c'est avant tout des femmes et des hommes qui discutent avec des femmes et des hommes chez nous. Et donc pour ça, pour justement travailler autour de cette transformation, on a construit un dispositif qui a été fait pour les collaborateurs, et en tout cas pour les mettre au centre de cette construction-là. Donc ça a été un parti pris, c'est pour ça qu'on a appelé ça inventons notre métier de demain. Pourquoi? Parce que les collaborateurs, c'est eux, collaborateurs managers, c'est eux qui sont en contact avec le client, c'était un projet de transfert de la relation client, donc c'est eux qui sont en contact, ils connaissent les irritants, en tout cas vu de leur fenêtre, ils ont des idées sur ce qui peut marcher, donc moi je voulais absolument pas me perdre, moi je ne savais pas concrètement ce qu'il fallait faire, puis les gens en dessous de moi non plus. Donc on voulait vraiment faire appel à leur savoir-faire, à leurs compétences, et puis les faire construire les usages, en tout cas les organisations, alors surtout les process ou les postures de demain. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut demain pour rendre un super service à nos clients? Et donc on a inventé ces labos des usages. Alors je vous ai mis quelques verbatims des vrais, de collaborateurs qui ont vécu cette démarche, parce que c'est un peu perturbant au début, on n'est pas forcément habitué à ce qu'on nous donne à ce point-là la main là-dessus. C'est quelque chose qui est plaisant mais qui oblige aussi, parce que ça veut dire que nos collègues comptent sur nous pour aller inventer les choses, qu'on va peut-être se planter quand on fait la démarche, parce qu'il y a des trucs qui ne vont pas marcher. Voilà, donc il y avait une vraie satisfaction au fait qu'on écoute le terrain, on l'entend tout le temps, et notamment dans les grosses boîtes, et il faut écouter le terrain. Voilà, là c'est pas une fois par an je vais faire une immersion à côté d'un collaborateur. C'est pas moi, ni les gens du programme qui faisaient ça, c'était les personnes qui exerçaient ces activités-là. Le fait de bosser ensemble, ce qui était un vrai challenge pour nous, parce qu'ils travaillaient, tout métier confondu, parfois toutes marques confondues. Ensemble, on peut aller plus loin. Ça en faisait des ambassadeurs aussi. Quand vous êtes dans une activité, si vous savez que c'est votre collègue d'à côté qui a façonné le dispositif, bizarrement, vous vous dites que c'est un peu moins con que si c'est votre chef. Voilà. Et ça peut être vrai. Parce que il connaît le terrain, il vit les mêmes difficultés que vous, et donc voilà, et puis vous avez, comme vous savez que c'est lui, vous avez pu aussi lui passer un certain nombre de choses. Le fait ils ont apprécié le fait qu'on les fasse construire, qu'on leur laisse les marges de manœuvre pour inventer les choses. Ils ont travaillé jusqu'aux incentives, donc on a vraiment tout rebossé. Certains ont mis en exergue la confiance qu'on leur avait donnée. On parlait de reconnaissance, j'imagine que ça sera évoqué un peu plus tard. La confiance, qu'elle se décrète ou vienne dans le temps, vous choisissez votre camp, dans tous les cas de figure, elle a besoin de preuves. Voilà. Et les preuves, c'est dans ce genre de dispositif qu'on les donne aussi, puisqu'en fait, c'est à eux de jouer, c'est à eux d'inventer, mais un peu comme ce qu'on avait fait dans la démarche collaborative performance. Et puis ça a permis de dépasser le cadre. Donc les labos, en fait, c'était un temps de travail de 2 jours où globalement les gens sont dans un lieu réunis, et puis ils itèrent, un peu comme dans les méthodes un peu agiles ou l'agile, ce qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, ils itèrent jusqu'à identifier soit les solutions, soit les chantiers à travailler. Voilà, donc il y avait des ateliers autour de la stratégie, je l'évoquais au début. C'est pas le tout d'avoir une super stratégie, on veut transformer la relation client, bon personne va être contre, typiquement. Par contre concrètement ce que ça veut dire moi dans mon business demain, faut le décliner.
Voilà. Parce que souvent vous avez dit on veut le transformer, mais derrière le mot transformation, il y en a qui mettent de l'évolution, il y en a qui mettent de la révolution, il y a un peu de tout. Hein. Donc il y a besoin vraiment de prendre une ambition qui a été posée, quelle qu'elle soit, et après de la décliner un peu plus opérationnellement pour lui donner corps et une réalité. Donc ils étaient réunis, ils travaillaient là-dessus, on laissait 2-3 semaines de travail en chambre, les équipes programme ou métier travaillaient là-dessus. Deuxième labo, où là on identifiait les sujets de transformation. Parfois c'est les postures, parfois c'est les process, il y a des choses, de toute façon ça doit souvent être travaillé de concert, mais il peut y avoir un ordre dans lequel prendre. Donc là on identifiait les sujets de transformation, et puis le dernier labo qu'on faisait, c'était pour sécuriser les dispositifs d'accompagnement. Parce que, toujours pareil, c'est pas parce que vous avez un super plan, des super parcours clients sur vos slides, que dans la vraie vie ça va marcher. Et donc il y a besoin d'accompagner ces choses-là. Donc on l'a fait, ces labos, on les a utilisés pour, là c'est l'exemple, pour refondre une ligne métier. Une de nos marques voulait imaginer une nouvelle manière de travailler hors site, donc pas quand vous venez dans une agence, mais plutôt quand nous on va chez des clients pour faire des opérations. On a accompagné la mise en place d'une nouvelle organisation, on a retravaillé sur les postures de la relation client, on a retravaillé sur des parcours, voilà. Donc là je vous ai mis un exemple, mais moi j'avoue que j'ai été totalement bluffé par ce qui est produit, et puis surtout la manière. Hein. Alors je vous ai pas amené les petites vidéos, j'avais pas le temps, et puis j'ai pas le droit à l'image. Mais c'est dingue. En fait, vous voyez les témoignages des collaborateurs, c'est pour ça que je vous ai mis les verbatims. En fait, ils sont super fiers, super contents. Qu'on compte sur eux au point de leur dire voilà, prends le crayon et vas-y. Voilà. Et fais-le avec tes collègues. Et donc, forcément, ça resserre aussi les rangs des différents, parce que c'est toujours pareil dans les activités commerciales entre le vendeur, celui qui gère le contrat après, le manager. Celui qui est sur la ligne métier la plus importante, celui qui est sur celle qui est plutôt secondaire, voilà, il y a toujours des tensions, des frictions, même si tout le monde s'aime bien, c'est toujours un peu délicat. Là, le fait que chacun enlève sa casquette et construise quelque chose qui va être cohérent demain pour le client, mais aussi cohérent pour celui qui va opérer, ou ceux qui vont opérer tout ce parcours, hein, parce que parcours client, parcours collab, voilà, c'était totalement bluffant. Voilà ce que je voulais partager avec vous, un peu rapide, maintenant c'est à vous pour les questions. Quel est l'impact aujourd'hui dans ce type de direction que vous avez pris, l'impact des outils? Il est majeur. D'accord. Il est majeur parce qu'en fait, il n'y a quand même pas beaucoup de business, alors j'en ai pas fait des milliards non plus, hein, mais il n'y a quand même pas beaucoup de business qui n'ont pas besoin aujourd'hui d'outils. En tout cas pour opérer la relation client. Vous avez toujours un CRM, moult outils d'ailleurs, on en a souvent trop. Voilà, sachant qu'en plus, demain, on doit, aujourd'hui encore plus demain, mixer ça avec le digital, ce qu'on appelle digital, hein, relation client direct, physique ou téléphonique, et relation digitale sur le web. Donc il est majeur, et c'est pour ça qu'à l'intérieur du programme, il y avait notamment la mise en place d'un CRM et puis des écosystèmes digitaux autour. Alors, partenaire RH, c'est essentiel. Alors, pour un opérationnel, c'est essentiel. Ça peut être un partenaire ou un frein terrible, sachant que moi, je peux être son partenaire ou son frein aussi. Hein. Et pour un fonctionnel, et notamment quand on va travailler sur ces choses-là, c'est essentiel, hein, parce qu'à partir du moment où on parle développement des compétences, adaptation des postures, ça veut dire formation, ça veut dire gestion avec les élus, ça veut dire GPEC parfois, donc il y a énormément de choses. Donc on a travaillé à chaque fois de concert. Hein. Chez Fidelia, la DRH, c'est ma meilleure copine. Ça l'était là-bas, et puis ça l'est toujours. Hein. Mais c'est extrêmement important. Mais comme le contrôle de gestion qui, dans des activités opérationnelles, voilà, permet quelques souplesses. C'est ça être business partner, hein, c'est-à-dire qu'on a tous nos cadres, nos lignes, et puis parfois il faut aller un peu à droite et à gauche de la ligne pour pouvoir trouver le chemin le plus efficace, hein, sachant qu'aujourd'hui les cadres ils se déforment en permanence, hein, donc on passe notre vie à s'adapter. Vous aviez dit tout à l'heure qu'il fallait que cette reconnaissance, qu'elle concerne aussi la reconnaissance financière. Est-ce qu'à travers tout ce que vous aviez développé, vous avez pu réévaluer les grilles de salaire Alors, les grilles de salaire, elles se discutent à un autre endroit chez Covea. D'accord. Mais là, typiquement, dans le petit exemple que je vous donnais sur la ligne métier qu'on a travaillé, ils ont retravaillé sur leur incentive. Justement aussi pour qu'ils n'opposent pas les différentes personnes, parce qu'on construit des incentives.
Et si c'est le nombre d'actions que vous faites et qu'en fait votre pourvoyeur n'est pas incentivé à vous en envoyer, ça va être compliqué. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y avait besoin justement d'aligner les incentives. C'est pas le premier truc qu'on fait. En revanche, il doit à minima soutenir et idéalement donner encore plus envie de le faire. Mais c'est une question qui est très compliquée, l'incentive. Par exemple, la Covid est passée par là, tout le monde le sait. Donc on s'est habitué à faire du télétravail. C'est quoi l'impact aujourd'hui chez Covea Alors, quand on a fait donc les labos des usages, ils étaient qu'en présentiel et c'était top et c'était sympa de se retrouver. On les a basculés en distanciel. Comment on fait, une fois que la transformation est faite, comment vous faites pour maintenir la dynamique et puis quelle est l'étape d'après finalement? Alors, donc la transformation, en fait, elle n'est jamais terminée. Hein. C'est un peu et encore plus aujourd'hui où vous passez votre vie à vous réadapter. Donc il y a tout l'enjeu de la transfo qui est de l'accompagner et effectivement d'arriver après à basculer dans la nouvelle ou de continuer ces évolutions. Il y a des démarches, moi ce que je vis aujourd'hui là dans les équipes que j'ai rejoints en avril dernier, c'est toutes les démarches d'amélioration continue. Alors c'est pas le grand programme, c'est moins, mais c'est vachement bluffant. Moi je les trouve super bons. Ils font plein de choses où ils s'installent, ils identifient les problèmes prioritaires, on parlait d'ateliers de résolution de problèmes, et ils les traitent. Hein. Et ça, c'est un bon moyen d'entretenir cette dynamique. Moi, je pense que plus que la dynamique de transformation, qui est quelque chose qui peut faire peur et qui ne parle pas toujours, c'est plutôt la dynamique de mouvement ou de changement que je maintiendrai, parce que ce qui est sûr, c'est un peu comme le sport, quand vous arrêtez, pour repartir, c'est difficile. Donc, il y a des moments où vous allez accélérer, des moments où vous allez courir un peu moins vite, mais il faut rester assez souvent, en trouvant le bon rythme pour ne pas s'épuiser, hein, quand même en mouvement, parce qu'aujourd'hui, quels que soient les métiers, quelles que soient les boîtes, ça bouge vite, pas simplement, je ne vous parle pas des concurrents ou des produits, hein, je vous parle des clients. Hein.